besoin d'expertise finalement qui peuvent être assez pointues dans des domaines très particuliers. Donc, on ne peut pas être expert de tout, on doit être expert chacun dans des domaines particuliers. Et l'objectif de nos différentes entreprises est d'offrir en tout cas ce niveau de compétences qui est à la fois lié à un certain nombre de domaines liés au digital ou d'expertise autour d'un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, le groupe, c'est 280 collaborateurs, c'est 41 millions d'euros de CA. C'est 11 agences en France avec une prédominance historique qui était bretonne, rennaise. Mais aujourd'hui, c'est une présence dans différentes villes de France. Et puis, chez nous, c'est 12 pôles d'expertise. Pour faire ce métier, je vous le dis, il faut beaucoup d'experts. C'est 30 métiers autour du digital, du data marketing, du CRM. C'est à peu près 1500 clients pour nous en France et dans 60 secteurs d'activité différents. Donc, un spectre qui peut être relativement large. Je vous ai mis ici rapidement quelques références dans nos univers, que ce soit dans l'univers de l'hôtellerie, que ce soit dans l'événementiel, dans l'univers, en effet, des campings, des résidences de loisirs. J'ai vu qu'il y avait quelques acteurs du vin dans l'univers du vin. On est aussi présent dans ce domaine, donc des univers relativement larges de notre côté. Pour aborder le sujet des stratégies digitales, comme finalement je viens de vous le dire, quand on parle d'une stratégie digitale, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il existe une stratégie digitale. Il n'y a pas véritablement la recette magique qui permet à toutes les entreprises d'avoir la bonne stratégie. Il y a en fait des stratégies qui sont adaptées à chaque secteur d'activité et globalement à chaque entreprise en fonction de ses moyens, de ses objectifs, de son positionnement. Et donc, ces stratégies, elles doivent être évidemment largement adaptées. Dans les quelques exemples que je vous prenais au-dessus, des entreprises avec lesquelles on travaille, j'en ai repris 5 ici. Ces 5 entreprises, elles n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Certaines vont avoir en effet des objectifs de réservation de nuit, d'autres des réservations de séjour. Ce n'est pas parce qu'on est dans cet objectif qui vise en effet à développer du business finalement que, par exemple, entre une chaîne hôtelière et une résidence de vacances, les moyens et les stratégies qui vont être déployés vont être les mêmes. Et d'ailleurs, on va être clair, elles sont fondamentalement relativement différentes. Quand on travaille avec une entreprise d'événementiel, là encore, l'objectif est différent. Et quand je peux travailler avec des entreprises dans l'univers du vin, entre Orchidée, qui représente les vins de Loire, notamment sur une proposition œnotouristique avec un objectif de vente du vin, et Millésima, qui est une entreprise bordelaise qui cherche à vendre des grands millésimes dans 25 pays dans le monde entier, là encore, les stratégies ne vont pas être les mêmes. Donc, il n'y a pas de recette magique dans tout ça. Il y a, dans tous les cas, une cohérence d'ensemble, une réflexion à poser sur finalement quelles sont les ambitions, quels sont les objectifs et comment est-ce que derrière la stratégie va pouvoir se construire pour répondre à ça. Vous l'avez tous vu, moi qui commence à plus être à plus être tout jeune, c'est encore plus vrai pour des gens comme moi, mais on est un certain nombre dans ce cadre-là. Le digital, il a changé, il a tout changé. Il a changé fondamentalement toutes les notions du marketing, du commerce. Il nous a tous changé dans nos propres comportements. On n'agit plus de la même façon aujourd'hui qu'on agissait voilà 10 ans et on n'agira plus demain de la même façon qu'on agit aujourd'hui. On est dans un secteur qui est en ébullition permanente parce que les technologies, notamment, évoluent sans cesse et que finalement, ce que l'on connaissait hier a fondamentalement changé, mais ce que l'on connaît aujourd'hui changera fondamentalement demain. Et la capacité de construire aussi des bonnes stratégies dans ce domaine, c'est aussi cette capacité en permanence à s'adapter et à répondre à finalement toutes ces évolutions qui sont portées par les technologies. Si voilà 15 ans, vous aviez dit à Accor que son premier concurrent serait Airbnb, je pense que voilà 15 ans, il pouvait presque le deviner, mais voilà 20 ans, sûrement pas.
Si vous aviez dit à la SNCF que son premier concurrent deviendrait Blablacar ou au pod taxi parisien que leur premier concurrent deviendrait Uber, et sûrement à Renault que d'ici quelques années, son premier concurrent sera Google, tout ça, c'est des choses qu'on n'aurait même pas fondamentalement imaginées. Ces contextes concurrentiels qui ont été complètement bouleversés par des acteurs qui n'existaient pas et qui sont devenus prépondérants, même dans certains cas au niveau mondial, montrent bien en effet toute la puissance qu'a pu et toute la révolution qu'a pu apporter derrière le développement du digital. En 15 secondes, je vais vous faire juste repartager une petite expérience qui va tous vous parler et que vous avez peut-être finalement tous vécu. Je vous laisse en 15 secondes la découvrir. Aucun d'entre nous serait prêt à revenir en arrière. On ne serait pas prêt à revivre ce qu'on a vécu voilà, quelques années quand il fallait en effet prendre un taxi à Paris et attendre une demi-heure, être reçu de façon plus ou moins aimable et avec finalement une expérience qui était de consommateur qui était finalement assez déplorable. Et, euh, ce qu'a apporté en effet le digital, c'est finalement de faire vivre un autre type d'expérience et de créer là où des taxis se pensaient invulnérables dans un marché qui était protégé, réglementé, l'arrivée d'un acteur qui, en quelques années, rebat toutes les cartes fondamentalement de ce marché. Et pourquoi finalement cet acteur prend cette place d'un seul coup? Parce qu'en effet, il fait vivre à un consommateur une expérience qui est différente. Et ça, on ne le vit pas que là, on l'a vécu et vous l'avez vécu, vous tous, par exemple, dans le domaine du tourisme. Qu'est-ce qu'ont amené en effet les grands acteurs? C'est finalement une expérience qui est plus facile, plus rapide, plus pratique. Et ça, fondamentalement, ça a changé la donne. Donc, les attentes du consommateur dans tout ça, ils ont fondamentalement changé. Là où avant, on avait des approches qui étaient pendant des années qui ont été basées sur des éléments historiques. Aujourd'hui, un consommateur, il attend du confort et dans son confort, c'est un côté pratique. Je n'ai pas envie d'attendre. Finalement, je n'ai pas d'efforts et je n'ai pas envie de faire des efforts. J'ai envie que tout se passe bien. Je n'ai pas envie de vivre de rupture dans une relation. J'ai envie en même temps qu'on m'apporte une proposition qui est personnalisée, d'être reconnue par des marques. J'ai envie de faire tout ça dans un environnement où je n'ai pas de problème, où tout est sécurisé. Et ça a changé fondamentalement tout le cadre globalement du marketing. En marketing, il y a pendant plus de 50 ans et largement plus que ça, peut-être 70 ans, en fait, ce qu'on appelle les 4 P. Et donc, construire sa stratégie marketing, c'était en effet autour du produit, du prix, de la distribution, et donc de la commercialisation et de la communication. Donc, product, price, placement et promotion en anglais. Toutes ces 4 P qui ont été la construction des stratégies marketing des entreprises, en fait, ont été bouleversées. Et aujourd'hui, on ne parle plus de 4 P, mais plutôt des 8 P, parce qu'on en a rajouté 4 autres qui sont déterminants. Les 4 premiers sont importants. Il faut que vous ayez la bonne proposition, la bonne offre, le bon service. Il faut que vous l'ayez au bon prix. Il faut qu'en effet, votre client puisse finalement acheter votre service ou votre produit de façon la plus simple possible. La promotion et la communication va être évidemment importante. Mais derrière ça, le consommateur a d'autres attentes. Il cherche la praticité, la simplicité, gagner du temps, gagner de l'efficacité, gagner de l'argent, aller vite. Il recherche du plaisir. Il recherche quelque chose qui va aussi faire qu'il va éprouver en effet des émotions. Aujourd'hui, les consommateurs sont aussi beaucoup plus engagés.
finalement, j'ai des convictions et de plus en plus de convictions. Je peux, par exemple, être très sensible à des sujets écologiques et en effet, je vais faire aussi mes choix par rapport à ça. Et puis, le dernier point, c'est que je ne fais plus ça tout seul, je partage. Je parle de mes expériences et je les partage avec les autres. Et ces 4 points-là sont devenus fondamentaux dans la construction d'une stratégie d'entreprise et notamment d'une stratégie marketing. Et ça a évidemment révolutionné pas mal les choses. Donc, ce qui fait que quand on regarde bien les choses, en fait, Google a par exemple, développé un concept qui est totalement une réalité d'aujourd'hui, qui était de dire finalement, pour qu'un consommateur adhère à une offre ou un produit, il faut d'abord qu'il y ait un stimulus sur le marché, il faut d'abord qu'il ait un besoin et que, parce qu'en effet, derrière, il y a des campagnes de communication, parce qu'on va stimuler ce besoin, en effet, ce consommateur va acheter. Mais sauf qu'entre deux, il y a ce que Google appelle le ZMOT, le Zero Moment of Truth. Avant d'arriver finalement à cet acte d'achat, je vais passer systématiquement par Internet aujourd'hui. Je vais passer par des moteurs de recherche. Et là, dans ce cadre-là, je vais rechercher, comparer, m'inspirer avant d'opérer cette décision d'achat. Et seulement quand j'aurai fait ça, je vais décider d'acheter. Puis derrière, je vais acheter, je vais utiliser un service ou acheter un produit, mais derrière, ça ne s'arrêtera pas là, je vais aussi le partager. Et ces deux moments-là changent fondamentalement les choses. Aujourd'hui, il y a plus, on est tous confrontés à ça, on le vit tous, on est tous comme ça. Aujourd'hui, 84% des internautes basent leur décision d'achat sur des informations qui ont été consultées lors d'une recherche en ligne. C'est de toute façon quelque chose qui est devenu systématique. Et dans le tourisme, c'est exacerbé. Cette situation-là est complètement exacerbée. Il n'est même pas pensable qu'aujourd'hui, j'imagine un voyage, j'imagine un séjour, j'imagine la réservation d'une nuit d'hôtel sans passer par Internet. Et ça change la donne. Et le dernier point, en effet, c'est ce partage d'expérience. Ce qui fait que dans un parcours client, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les phases d'un parcours client, qui sont l'avant, l'achat, le pendant et l'après, on retrouve en effet cette logique. C'est finalement, moi, à un moment donné, j'ai besoin de m'informer, de découvrir. Je vais devoir, à un moment donné, parce que je suis maintenant sensible et j'ai envie de consommer un service ou un produit, je vais donc le préparer et comparer. Et ça, je vais le faire en effet systématiquement sur Internet. Je vais me décider et je vais m'engager, mais je vais aussi le faire sur Internet. Vos réservations, je suppose que vous les faites évidemment essentiellement en ligne. Et donc, il va falloir en effet que j'ai une solution pour pouvoir le faire, pour pouvoir m'engager. Et puis, je vais vivre une expérience. Et de cette expérience, je vais en effet la partager et exprimer mon avis. Et je vais devenir soit un ambassadeur, soit un détracteur. Et évidemment, ces avis vont avoir un impact sur tous les futurs suspects ou prospects qui, eux, vont être sensibles à ces avis parce que l'avis d'un consommateur et finalement son ego, son égal, est bien plus important que l'information que va vous donner une marque. Et moi, j'ai confiance dans mes égos et j'ai confiance dans les consommateurs qui ont vécu la même expérience, beaucoup plus que dans ce que va me dire la marque. Donc ça, évidemment, c'est un élément qui prend un poids et qui a pris un poids extrêmement important. Alors, dans votre secteur, comme je l'évoquais, le digital, il est de plus en plus présent. C'est quelque chose qui est incontournable. Aujourd'hui, 85% même des personnes utilisent d'ailleurs plutôt leur smartphone pour faire une recherche de vacances, d'hôtels, de sites touristiques. C'est le smartphone qui prime et qui est prépondérant dans ce cadre-là, donc avec évidemment ses propres contraintes. On est sur un média qui a un affichage particulier, qui a une utilisation particulière. Il faut pouvoir s'y adapter. Et puis, ce secteur, en effet, il est ultra concurrentiel. Vous avez énormément d'acteurs qui sont présents dans ce domaine. Vous avez du coup une puissance des OTA qui a pris une force considérable.
Ils n'existaient pas voilà quelques années et aujourd'hui, ils sont largement leaders et ils sont devenus évidemment incontournables. Et dans ce cadre-là, la sensibilité au prix est devenue un élément important parce que tout bêtement, le consommateur est tout bêtement exposé à l'ensemble de l'offre du marché de façon extrêmement simple. En 2 clics, je connais l'offre d'un marché, je connais l'environnement prix et la sensibilité au prix, évidemment, est devenue un élément qui est important. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, les contextes sont évidemment plus délicats à gérer. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ça concerne le voyage, mais quand un consommateur va décider aujourd'hui de s'engager dans un voyage, en fait, en moyenne, il va à peu près effectuer 50 recherches en ligne. Il va visiter à peu près 38 sites. Il va consulter environ 12 avis. Et au final, il peut passer jusqu'à 15 semaines pour prendre sa décision. Donc, ces cycles sont longs. Il ne faut pas imaginer qu'un cycle en digital, c'est je cherche, je trouve, je me décide, j'utilise le service. C'est quelque chose qui peut être très différent. C'est je cherche un nombre de fois très différent, peut-être avec une fois un ordi, une fois une tablette, une fois un smartphone. Et puis, à un moment donné, je vais prendre une décision. Donc, c'est tout un ensemble d'interactions qui vont faire qu'on va arriver à cette prise de décision. Voilà, donc ni plus ni moins ce que je viens de vous dire en gros. Donc, ce qui sous-entend que quand on construit une stratégie digitale, il n'y a pas d'autre solution que d'être présent sur toute cette chaîne du parcours client. Si en fait on se dit finalement je vais être présent uniquement pour que mon offre soit visible et que si par exemple quelqu'un souhaite réserver un hôtel, je sois uniquement présent à ce niveau-là, on va juste traiter un petit bout de la lorgnette et on ne va pas traiter le sujet dans son ensemble. Le sujet, c'est en effet comment est-ce que je peux me rendre visible et que si finalement quelqu'un est en situation de rechercher, de s'inspirer, comment est-ce qu'en effet, je vais pouvoir en effet être présent à ce moment-là. Comment, quand la décision est prise, je vais pouvoir aussi être présent. Comment, au moment où est-ce qu'il veut faire son acte d'achat, s'il souhaite le faire en ligne, quelle est la réponse que je vais être capable d'apporter. Puis, ce client va souhaiter partager. Alors, est-ce que je le laisse faire ou est-ce que je le guide? Et comment, en effet, j'exploite aussi ce partage d'expérience. Et le dernier point qui est souvent peu travaillé et qui est un point évidemment qui personnellement me passionne, c'est le fait qu'on a fait souvent beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là, mais une fois qu'on va avoir un client, on ne sait plus faire ce qu'il faut pour être capable, au contraire, de se dire finalement si ce client que j'ai eu tant de mal à conquérir, tant de mal à satisfaire, une fois qu'il est là, comment est-ce que je vais pouvoir aussi l'exploiter et faire en sorte d'exploiter tout ce capital que j'ai créé. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui va être fortement négligé. Donc, on va revenir sur ces différents points. Je vais essayer de vous imager ça autour de ce qui peut se passer globalement en digital et un peu des différents domaines qui sont les vôtres. Tout d'abord, vous avez ce qu'on va appeler vos médias. Les médias sur lesquels c'est vous qui allez être maître de ce que vous allez faire. Ce sont par exemple vos propres sites. Ce sont vos pages sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, Facebook, Instagram, ça peut être du YouTube, ça peut être, si vous êtes dans un univers professionnel, de LinkedIn. Tout ça, c'est des médias qui vous appartiennent, dans lesquels vous êtes responsable de ce que vous allez y faire, de ce que vous allez y dire. Et donc, aujourd'hui, ces médias qui sont les vôtres, évidemment, ils devront répondre à un certain nombre d'objectifs. Tout d'abord, ils vont devoir donner envie. Ils vont devoir montrer en quoi, finalement, je dois vous préférer plutôt qu'un autre. Ils vont devoir, en effet, avoir des contenus qui sont extrêmement importants parce que, finalement, moi, consommateur, j'ai besoin d'informations. J'ai besoin aussi que vous sachiez me séduire. J'ai besoin aussi que vous me facilitiez la vie. Donc, ils doivent répondre à tous ces éléments-là. Et comme on l'évoquait, un site, c'est une chose. L'afficher sur un ordinateur, c'est une chose. L'afficher sur un smartphone, c'en est une autre. Et les parcours ne vont pas se faire de la même façon. Donc, là, ici, il y a en effet un vrai sujet qui doit faire en sorte que vos expériences clients soient les plus riches possibles, avec un maximum de contenu et un maximum de pertinence. Et là encore, ne croyez pas que quand vous avez développé
même un site ou une application, peu importe. L'affaire est terminée, elle commence l'histoire. Elle commence tout juste parce qu'en fait, ce média-là, c'est un média qui va vivre en permanence et sur lequel, en permanence, vous allez devoir interagir, publier. Si vous le laissez vivre tout seul, il ne vivra pas longtemps. C'est la même logique sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont aucun sens si, en permanence, vous n'êtes pas en mesure d'apporter du contenu, de publier, et on va y revenir après, même de créer de l'interaction. Donc, tout ça, c'est des éléments non figés qui doivent évoluer en permanence. Une fois que vous avez ces médias, ça ne va pas vous donner grand-chose parce qu'en fait, faut-il que ces médias ils soient visibles et donc que vous puissiez attirer des consommateurs. Pour ça, on va considérer que vous allez avoir plusieurs approches. Tout d'abord, capter un consommateur, c'est d'abord capter des gens qui sont en intention d'achat. Donc, des gens qui ont une intention de faire un voyage, qui ont une intention de faire un séjour dans une région, qui ont une intention de réserver une chambre d'hôtel. Et donc, ces gens-là, systématiquement, vont passer par des moteurs de recherche. Et quand on dit des moteurs de recherche, vont passer par un moteur de recherche qui s'appelle Google. On va dire que le reste du monde n'existe quasiment pas à côté. Donc, c'est là que ça va se passer. Et là, en effet, ils vont exprimer derrière tout ça une recherche. Et il faudra être en effet présent pour pouvoir en effet faire en sorte d'être présent dans ces recherches. Pour ça, en effet, il va falloir travailler ce qu'on appelle son SEO, donc son référencement naturel pour que son site puisse être placé. Peut-être acheter des mots-clés, des combinaisons de mots-clés pour en effet être présent. Sûrement être présent, et notamment dans un univers comme le tourisme où vous avez guère le choix, être présent sur les plateformes des OTA parce que évidemment, ces plateformes-là sont indispensables et vous aurez peu le choix, mais ce qui ne veut pas dire que c'est parce que vous êtes présent sur une plateforme d'OTA qu'il ne faut pas faire le reste. On va y revenir aussi. Aujourd'hui, vous avez même des agrégateurs, vous avez des acteurs locaux qui sont là aussi pour relayer un certain nombre de choses. Donc là encore, c'est comment j'optimise toute cette présence. Vous avez ce qu'on appelle des Google My Business, qui sont des choses aussi sur lesquelles vous avez tout intérêt à apporter votre présence. Donc, je suppose que pour certains d'entre vous, vous faites déjà ce genre de choses, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on doit faire et qu'on doit essayer de bien faire. Et quand vous aurez fait ça, l'objectif, ça va être de les faire arriver potentiellement sur vos sites ou, ou de passer directement sur des plateformes de réservation. Ça peut ne pas être suffisant, ça, suivant les métiers. Donc, ça peut être suffisant, pas suffisant. Et dans ces cas-là, en effet, le sujet dans ce domaine-là, c'est qu'en effet, on s'expose à toute la comparaison sur le marché, on s'expose à la comparaison du prix, etc. Il y a aussi l'autre approche qui peut être de dire, à un moment donné, dans un secteur, je peux être amené, cette fois-ci, à aller vers le consommateur. Et dans ce cadre-là, plutôt de pousser des actions vers des consommateurs pour, en effet, pouvoir communiquer avec eux et les inciter à acheter mon service ou mes produits. Et donc là, ça peut aussi se faire avec d'autres outils qui peuvent être, par exemple, ce qu'on appelle des lookalikes sur Facebook, c'est-à-dire la capacité à aller chercher des audiences qui sont similaires à celles de vos clients et de pousser vers eux des communications, des offres qui va là encore les inciter à revenir sur vos propres médias ou à acheter directement, mais plutôt en effet à venir les réimmerger dans vos médias. Le troisième point, c'est qu'on peut utiliser aujourd'hui finalement sur le digital aussi du média. Donc, c'est encore autre chose. C'est finalement, l'objectif va être un objectif de communication. Donc, je vais plutôt pousser ce qu'on va appeler des bannières, par exemple, ça peut être un exemple, et là, qui vise en effet à me faire connaître. Et si je veux essayer de bien le faire, c'est que je vais essayer de cibler mes audiences, je vais essayer de cibler potentiellement un certain nombre de médias digitaux où je vais pouvoir embarquer cette communication. Mais là, mon objectif est avant tout un objectif de visibilité, de se faire connaître, de se faire préférer. Et donc, on se rapproche plus de ce qui est aujourd'hui une communication classique en utilisant un média digital. Donc, c'est ce qu'on appelle les campagnes de display. Vous avez peut-être entendu parler ou non de cette approche qui s'appelle la programmatique. La programmatique, c'est la capacité à détecter des audiences qui sont ciblées, qui correspondent à vos cibles de clients et de ne pousser
ces communications que faire ces audiences. L'autre point derrière, c'est en effet tout le community management. C'est-à-dire que une fois que vous avez, par exemple, en effet engagé, vos actions sur Facebook, vos dispositifs sur Facebook, derrière, l'objectif, c'est de créer en effet du lien et de la conversation avec des cibles prospects ou des cibles clients. C'est-à-dire qu'en effet, on peut chercher à obtenir des fans sur sa page Facebook, mais est-ce que ça, c'est forcément pertinent? Ça a du sens si derrière, vous avez des choses à dire, si vous êtes capable de les intéresser, si vous êtes capable en même temps de créer du lien et de la relation. Et donc là encore, toute cette logique va être d'apporter en effet ce cadre conversationnel pour engager potentiellement des prospects ou des clients. Et le dernier domaine qui peut exister et qui n'est pas neutre, c'est l'univers des influenceurs. Il existe aujourd'hui, au travers notamment des blogueurs et des blogueuses, des gens qui ont des audiences très fortes et qui peuvent potentiellement influencer des consommateurs. Et vous le savez, il existe des tas de stratégies pour que ces gens-là puissent en effet promouvoir aussi directement ou indirectement des offres ou des services. Quand on a fait ça, on a fait déjà un bon bout du chemin, mais il y a un petit chemin qu'il ne faut pas oublier, ce qui est celui-là. Il est que tous ces efforts-là, quand vous les aurez faits, il faudra aussi se dire, finalement, j'ai réussi à faire venir quelqu'un dans mon environnement, sur mes sites, sur mes pages, mais peut-être que je vais en avoir fait un client. Si j'en ai fait un client, je vais devoir faire une chose, ne pas oublier de l'embaser, ce client, et de faire en sorte que demain, si je dois poursuivre une communication, je puisse engager une communication avec ses clients. Et si finalement, ce client est venu me voir, même sur mes médias, et n'a pas été au bout et n'a pas acheté, bah, comment est-ce que je peux capter une donnée de contact, en baser cette donnée de contact pour, là encore, pouvoir prendre un relais de communication qui va permettre, en effet, à partir de là, de pouvoir imaginer des communications par le biais d'emailing, par le biais de SMS, voire pourquoi pas par le biais de médias classiques, qui va viser cette fois-ci à rétablir en effet une communication avec des clients et des prospects pour les inciter, là encore, à acheter vos produits ou services. Globalement, l'objectif est d'essayer de combler à peu près tout cet espace et de ne pas forcément rester prisonnier d'un seul espace. Si je vous prends le cas de ce qui se passe par exemple avec l'hôtellerie, évidemment que l'hôtellerie, vous ne pouvez pas ne pas passer par les OTA. Maintenant, si vous restez présent que dans ce domaine-là, tout va rentrer par les OTA, avec tous les atouts que ça peut avoir, mais tous les inconvénients que ça peut avoir aussi. Les OTA, il faut les rémunérer, c'est un coût. Vous êtes en situation de comparaison permanente. Donc, bien sûr que vous devriez y être, mais ça n'empêchera pas que si vous savez référencer aussi vos univers, vos sites, si vous savez montrer vos différences, si vous avez engagé des clients potentiellement sur vos sites, si vous savez capter leurs coordonnées pour pouvoir communiquer avec eux, bah, tout ça, ça va nourrir et compléter globalement tout votre espace et toute votre stratégie. Donc, ayez ça en tête parce qu'en fait, la construction de votre stratégie, ce n'est pas un domaine où je vais tout focaliser à un endroit. C'est la capacité à occuper l'ensemble de cet espace-là. Voilà. Donc, quand vous construisez aujourd'hui votre stratégie, il y a, de mon point de vue, une approche qui doit être aussi pragmatique. D'abord, définissez vos objectifs clairs. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Quel objectif vous voulez atteindre? Quel objectif prioritaire? Vous allez me dire, par exemple, si j'ai un hôtel, mon objectif, c'est en effet d'obtenir le meilleur remplissage. OK. Mais pour ça, il y a plein de façons de le faire. Est-ce qu'en effet, être présent sur les plateformes d'OTA, ça suffit? Est-ce que finalement, tout le portefeuille client que vous avez capté, vous ne pouvez pas imaginer aussi, vous, de votre côté, l'animer et en faire quelque chose? Est-ce qu'en effet, vous ne pouvez pas impliquer vos clients dans une démarche qui est plus engagée? Il y a une véritable réflexion autour des objectifs que vous devez poursuivre. De là, vous devez évidemment donc clarifier vos cibles. Parce qu'en effet, la façon dont vous aurez d'agir sur le digital et d'agir sur vos communications ne sera pas la même en fonction de vos cibles. Donc, réfléchissez autour de vos cibles et quand vous êtes clair sur vos cibles, mettez-vous dans la peau de ces cibles. Finalement, si demain vous étiez à leur place, comment vous opéreriez? Qu'est-ce que vous feriez?
c'est assez pragmatique. Remettez-vous dans la peau de vos propres clients, de leur situation pour vous dire finalement, si j'étais à leur place, comment je ferais. De là, vous allez pouvoir identifier des moyens. C'est quels seront les moyens digitaux qui vont être les plus adaptés pour répondre à ça. Mais déjà, en ayant défini ça, vous allez voir que ça va mieux cadrer aussi les moyens à poser. N'oubliez pas de travailler vos contenus, c'est-à-dire que là encore, je vais reprendre l'exemple avec de l'hôtellerie. Vous pouvez vous dire, c'est suffisant d'être présent sur les OTA? Non. Je vais peut-être passer par l'OTA, mais je vais peut-être aussi venir sur vos sites. Et là, il faut que vous sachiez me séduire, il faut que vous sachiez me parler, il faut que vous sachiez m'engager. Et donc là, en effet, ce que vous allez me dire et la capacité à faire valoir vos différences va être un élément important. Il y a une bonne question souvent à se poser quand on fait ça. C'est quelles seraient les 5 bonnes raisons de vous choisir? Si vous savez répondre à ça, vous savez en effet communiquer sur ce domaine-là et être capable de l'exprimer. Mais trouvez-moi 5 bonnes raisons de vous choisir plutôt qu'un autre. Et en effet, ça, c'est un élément qui va être évidemment important. Évidemment, tout ça, on ne peut pas le faire dans un cadre qui est open bar. Il faut en effet que ça soit conditionné par des contraintes qui sont des contraintes budgétaires ou des contraintes de retour sur investissement. Et donc, il faut définir en effet clairement ce cadre-là. Et pour en effet être capable de l'optimiser, il faut être capable de le piloter. Et souvent, il y a des vrais déficits autour du pilotage de l'action digitale. Il faut être capable de savoir ce que les actions que je mets en œuvre rapportent et être capable donc, dans la mesure du possible, de les piloter. Et tout ça, vous devez le faire aussi en réfléchissant à votre environnement concurrentiel. Qu'est-ce que font mes concurrents? Comment ils le font? Et comment donc je vais pouvoir me différencier? Et de ce fait-là, en effet, de dire finalement qu'est-ce qui va me permettre de réussir, moi de mon côté, et qu'est-ce qui va me permettre en effet d'être différent. Le sujet, et vous ne vous trompez pas là-dessus, dans beaucoup de cas, dans des secteurs d'activité, tout le monde réplique les mêmes stratégies. Donc, il faut aussi chercher à se montrer différent, à apporter des approches qui sont différenciantes. Ces approches-là, elles payent généralement. Petit conseil, en effet, tombez pas dans le piège des discours techno. Ce n'est pas simple le digital parce qu'en effet, c'est un métier autour de la technologie et on a vite fait de se faire embarquer par des gens qui vont vous parler avec tout un tas de mots qui ne sont pas votre quotidien et où vous dites, oh là là, ça a l'air extrêmement compliqué. Ce n'est pas toujours si compliqué que ça et vous ne laissez pas embarquer par ces technologies. Il y a quand même derrière beaucoup de bon sens. Une stratégie de marketing digital, c'est avant tout une stratégie marketing. C'est avant tout une stratégie d'action, une stratégie de communication. Donc, il faut qu'elle soit pertinente derrière tout ça. Et vous ne laissez pas trop embarquer par tous ces sujets-là. Essayez de bien les comprendre et, si besoin, de vous faire accompagner dans ce cadre-là pour bien les mettre en œuvre. Alors, comment on s'est fait ça marche, ces différents domaines? On a parlé SEO, SEA, c'est sûrement des choses que vous connaissez. C'est la capacité, en effet, d'être correctement référencé dans les moteurs de Google. On peut l'être sur Bing notamment aussi. Et après, au-delà de ça, il n'y a plus rien qui existe. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez être visible. Il y a 2 approches. Le SEO, c'est référencement naturel. C'est comment, à partir des contenus que vous produisez, votre site va être correctement référencé et que vous allez être trouvé. Il y a en effet la partie payante, c'est de se dire finalement, ce n'est pas suffisant et il faut aussi, et je suis prêt à payer et à acheter à Google certaines expressions de recherche pour que malgré tout, je puisse apparaître. Et puis, notamment, par exemple, ça c'est alors oui, pardon, dernier point que j'oublie, c'est un Google My Business. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, c'est simple à faire. C'est d'avoir en effet des Google My Business qui sont correctement enseignés, correctement nourris pour aussi utiliser ce moyen. Et puis, en effet, si je reprends le cas de l'hôtellerie, vous avez des outils spécifiques comme Google Hotel Ads et évidemment indispensable dans ce cadre-là. Et par exemple, dans cet univers-là, émerger par le référencement naturel, c'est très difficile parce que ce marché, il est préempté par les OTA qui ont des puissances de feu qui sont telles que de toute façon, sur beaucoup d'expressions de recherche, ils seront dominants dans ce cadre-là.
mais ils ne seront pas dominants sur tout. C'est ça qu'il faut que vous ayez tous en tête. Alors, je vais essayer de l'imager un petit peu et de vous prendre rapidement un exemple. Si en effet, je me mets dans Google et que je cherche hôtel à Tours, naturellement, tout ce qui va sortir en premier lieu, c'est d'abord les OTA qui vont être présents ici. Puis, en effet, c'est Google Ads qui va prendre le relais en effet derrière et qui va en effet en local me présenter les offres qui vont être les plus pertinentes et me présenter toutes les offres de la région avec évidemment une dominante sur le prix qui va être ici, avec des avis, comme vous le savez tous, qui vont évidemment jouer de façon importante au niveau de la note, mais aussi au niveau du nombre. Ça va être assez déterminant. Et quand je vais descendre derrière, dans le référencement, je vais trouver d'abord Booking, TripAdvisor. Je vais trouver après les acteurs locaux qui peuvent fédérer, en effet, et qui sont indispensables dans ce cadre-là. Et avant que je trouve véritablement un hôtel directement sur Tours, qui est référencé en naturel, il faut déjà que j'arrive ici pour commencer déjà à pouvoir trouver non pas un hôtel, mais une chaîne d'hôtels avec son hôtel, en effet, qui est présent ici. Et puis là, je vais retrouver un certain nombre d'annonces. Donc ici, évidemment, tout ce qui va primer, c'est en effet le poids que va avoir Google Ads Hotel et les OTA qui vont être fortes. Et même quand je passe par Google Ads Hotel, si je prends Hôtel Océania, je vais arriver ici. Et là, de toute façon, dans tous les cas, ce que vous connaissez, c'est que malgré tout, j'ai à nouveau les propositions de tous les OTA. Et donc, si je veux en effet, malgré tout, réserver sur le site directement, malgré tout, vous avez tout intérêt à être présent et ne pas laisser que les ETA et avoir aussi votre propre présence au niveau de ces dispositifs et pouvoir en effet faire en sorte que malgré tout, elle arrive directement via vos sites plutôt que via les plateformes de réservation. Donc, ce n'est pas en effet parce que vous êtes présent sur les ETA qu'il ne faut pas être présent ici parce qu'en effet, là, en effet, vous avez la capacité quand même à capter une part de cette audience-là. Si je prends maintenant un deuxième cas et que je ne vais pas taper Hôtel Tour, mais Hôtel Charme Tour, d'abord, les propositions vont plus être les mêmes. Ça, c'est bien évident. Parce que moi, consommateur, ce que je cherchais, c'était plutôt ça. Et puis, j'ai peut-être même une expression qui va être encore plus forte. Je vais peut-être chercher encore quelque chose de plus précis. Et plus moi, consommateur, ma proposition va être précise, plus cette fois-ci, ce poids-là va baisser, même si je trouve encore évidemment les OTA, mais je vais commencer à voir apparaître plus rapidement, en effet, des hôtels directement avec leur site qui sont référencés par le référencement naturel et qui vont être présents. J'en trouve un ici, j'en trouve un ici. Et en effet, à partir du moment où vous êtes positionné ici, la possibilité et en tout cas la propension à cliquer sur ces sites devient réelle. Et là, on embarque sur votre site. Et quand vous allez embarquer sur votre site, vous allez faire entrer cette fois-ci dans vos univers, dans vos contenus, où vous n'allez pas être basé sur uniquement une logique avis, proposition, prix, mais sur une logique de je vous fais rentrer et découvrir cet univers et je vais vous dire en effet en quoi je suis. Peut-être vous avez tout intérêt à venir plutôt chez moi que chez un autre. Et donc, toutes ces approches, elles sont nécessaires, vous voyez, d'être travaillées en parallèle parce qu'en effet, ce travail permanent en parallèle, c'est ce qui va nourrir toute cette richesse et qui va vous donner une meilleure exposition et qui peut aussi vous permettre de détourner une partie de vos trafics de ceux qui passent par le biais des OTA. Si maintenant je tape une marque et je cherche Hôtel Océania Tours, en effet, cette fois-ci, je vais retrouver Océania qui a acheté sa propre marque et qui a acheté son propre nom, avec un objectif, c'est de se retrouver en haut de la liste dans ces cas-là, parce qu'un concurrent aurait très bien pu racheter le nom Océania, et donc c'est une façon de se protéger. C'est derrière tout son environnement Google My Business avec la proposition Google Ads Hotel qui vient directement ici. Et donc, en effet, je vais pouvoir malgré tout avoir en effet une approche où, malgré tout, si j'ai fait ça, je vais repousser quand même l'environnement concurrentiel et les ETA quand même beaucoup plus loin. Donc voilà, en tout cas, des approches qui sont assez différentes dans cette approche-là. Je suis un petit peu embêté avec ma barre d'en haut. Voilà, je vais la pousser. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes dans l'univers du vin, par exemple. Hop, je pousse ça. Et je dis, je veux visiter une cave à Vouvray.
Bah, la première des choses, là, en effet, il y a plus contexte de concurrence comme on l'a avec les ETA. Vous allez directement avoir des réponses qui vont arriver. Et en effet, dans ces cas-là, là, en l'occurrence, la cave des producteurs de Vouvray va arriver en première position parce que l'expression s'approche énormément du nom de la marque. Mais d'entrée de jeu, je vais avoir finalement tout un ensemble de propositions. Et quand vous prenez, par exemple, visiter cave à Vouvray, eh ben, vous avez cave de Vouvray qui arrive. Vous avez en effet derrière un certain nombre de sites et honnêtement, il y a plein de places à prendre pour aujourd'hui des viticulteurs parce que quand vous regardez bien, il y en a très peu finalement qui s'affichent. Alors qu'en effet, si en effet l'effort était fait pour finalement apporter un site avec du référencement naturel pour des viticulteurs, par exemple, et faire visiter leur cave, il y a de l'espace partout dans ce cadre-là parce qu'il n'y a pas d'annonce payante autour de ça. Il n'y a que de l'environnement en annonce gratuite. Et émerger dans un contexte qui est peu concurrentiel comme celui-ci, ça serait finalement assez simple. Donc là encore, pour vous faire le lien entre tous ces marchés qui sont très différents les uns les autres. On n'est pas dans les mêmes contextes à chaque fois. Et je vous en prends un autre qui ne vous concerne pas du tout. Je vais prendre le nôtre. Notre agence s'appelle Avancy. Si vous tapez aujourd'hui Avancy, par exemple, bah, en effet, on va avoir notre page Google My Business avec en effet des avis. Notre métier, c'est de s'adresser à des professionnels. C'est une chose différente, mais vous allez voir que dans nos sites, notre site est référencé. Des sous-parties du site le sont aussi pour pouvoir y accéder directement. Nos pages réseaux sociaux sont référencées, quels que soient les réseaux sociaux. La production de contenu que l'on a pu opérer, parce qu'on va produire par exemple du livre blanc ou des choses comme ça, vont être référencés. Par exemple, on a produit récemment un livre blanc sur des solutions techniques qui s'appellent des Customer Data Platform. Il est référencé. Donc, on va chercher à référencer un maximum de contenu, un maximum de nos médias pour que, en fait, ici, on occupe systématiquement toute cette place. Et tous ces contenus vont être largement référencés, c'est-à-dire que si demain, vous tapez dans Google Customer Data Platform, ce qui ne sera peut-être pas votre cas, mais par exemple, dans certaines entreprises qui cherchent des solutions de ce type-là, évidemment, on aura aussi ce référencement. Et quand vous allez arriver, par exemple, dans ce cas-là, sur nos médias, si vous partez même par LinkedIn, et que vous allez arriver sur LinkedIn, et pas sur notre site, dans ces cas-là, si on y arrive, voilà, vous allez trouver ici des contenus qui sont considérables. C'est-à-dire que nous, de notre côté, par exemple, dans nos métiers, moi, je m'adresse à des entreprises qui sont dans toute la France, on va globalement publier des contenus à peu près à hauteur de 2 à 3 fois par semaine. C'est nous, en tant qu'Avancy, qui allons les publier. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on avait publié en effet le fait que j'animais en effet ce café virtuel. On va publier nos livres blancs. On a des collaborateurs qui vont prendre la parole dans un certain nombre de cas. Voilà, Pierre Bedin, c'est un de nos collaborateurs chez nous. C'est lui qui prend la parole ici, qui publie. Et donc, chez nous, on a tout un ensemble de personnes qui vont en effet publier en effet des contenus. Et en fait, nos médias sociaux ne vivent que parce qu'en permanence, on contenu des produits qui intéressent en effet des acteurs du marché et qui vont les engager sur nos pages et qui vont leur permettre de venir. Et puis, vous voyez ici, j'ai un petit bandeau où il y a un petit cookie qui s'appelle un petit… non, je ne le vois pas, il ne s'affiche plus. Mais voilà, vous aviez un booking qui apparaît. Pourquoi? Parce que j'ai été sur le site de Booking en effet avant et là, j'ai été retargeté sur Booking. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est autre chose. Mais voilà, donc là, mes contenus en permanence bougent. Donc, ça sous-entend en effet que cette production de contenu, elle est assez déterminante dans tout ça. Et notamment, par exemple, dans une entreprise comme la nôtre, la production des contenus et la capacité à prendre des paroles et à parler autour de nos savoir-faire, autour de nos métiers, comme vous pourriez le faire autour de votre région, autour de vos offres, c'est quelque chose qui est important. Alors, évidemment, c'est du travail, c'est important, il faut accepter d'y passer du temps, et c'est un élément qui est déterminant et qui vous permet en effet d'obtenir des positionnements qui sont globalement pertinents. Quand on travaille son SEO sur un site, il y a globalement 3 piliers à retenir. Il faut que vos sites, évidemment, répondent à des contraintes techniques qui sont des qualités techniques, des normes techniques. Donc ça, en effet, il faut choisir plutôt des bons prestataires pour pouvoir le faire.
et garantir que techniquement, votre site va être correctement reconnu par les moteurs de Google. C'est ça qui est important. Le plus important, c'est vos contenus. Aujourd'hui, c'est vos contenus. Et quand on dit vos contenus, il faut en effet avoir une richesse de contenu et en parallèle, toute l'intelligence, c'est aussi dans vos contenus d'intégrer toutes les expressions qui peuvent potentiellement être recherchées par les internautes. Si par exemple, je recherche, comme je l'ai fait tout à l'heure, au terme de charme à Tours, dans vos contenus, cette expression-là, elle devra se retrouver. Et elle devra se répéter à différents endroits pour qu'en effet, Google identifie bien que vous l'êtes. Si vous voulez même être plus présent et en mettant quelque chose de plus précis que ça encore, là encore, il va falloir le faire. Donc, idéalement, c'est de faire ce qu'on appelle des audits lexicaux, c'est-à-dire de comprendre quels sont les univers de recherche des internautes, d'identifier toutes ces combinaisons de mots-clés et ça, de pouvoir après les réintégrer dans ses propres contenus pour que vous puissiez en effet faire en sorte que les moteurs vous référencent dans de bonnes conditions. Maintenant, Google aujourd'hui est suffisamment intelligent. Si vos contenus ne bougent pas, si vous êtes figé et que pendant un an, vous ne touchez plus à votre site, vous n'allez pas être visible dans les radars de Google très longtemps. Lui, il va aussi regarder une chose, c'est qu'est-ce que vous publiez, comment vous faites évoluer ces contenus, comment vous les enrichissez, etc. Si là encore, par exemple, vous venez sur ce que je vous ai montré tout à l'heure en ce qui nous concerne avec LinkedIn, tout ce qu'on publie sur LinkedIn est réintégré dans notre blog sur notre site systématiquement, de façon à ce qu'on produise en permanence que ces contenus soient diffusés le plus largement possible. Mais cette stratégie de contenu, elle est déterminante aujourd'hui. Elle est fondamentale. Et le dernier point qui est important et qui est très important dans votre domaine, c'est ce qu'on appelle le netlinking, c'est le fait de mailler vos sites avec des sites tierces. Alors là, souvent, il faut en effet faire aussi un peu des professionnels pour faire ce genre de choses, mais votre maillage interne de votre site et votre maillage entre des sites et notamment l'ensemble des acteurs au niveau régionaux qui sont là aussi pour vous accompagner et mailler vos sites avec d'autres sites, c'est un élément qui est déterminant pour obtenir un bon référencement naturel. Un site mal maillé, c'est un site qui va être peu visible dans les radars de Google. Voilà, les annonces payantes, je vous les ai montrées globalement tout à l'heure. Les réseaux sociaux, je ne vais pas y revenir plus que ça, si ce n'est de vous dire en effet une chose, c'est que les réseaux sociaux égale publication, contenu, engagement d'une cible. Si en effet, vous avez des réseaux sociaux qui vivent peu ou pas et sur lesquels, au pire, vous les faites vivre en ayant beaucoup de banalité à apporter, vous aurez des difficultés à avoir de l'impact. La logique, c'est en effet, ayez des prises de parole affirmées, ayez des choses à raconter, ayez des histoires à raconter, ayez du vécu à raconter, faites-en quelque chose d'intimiste quelque part, mais la logique, c'est la publication de ces contenus. Ça n'empêche que derrière, vous pouvez aller en effet chercher des audiences pour relayer des messages. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter sur Facebook, par exemple, des audiences en disant « Moi, je veux aller chercher toutes les familles de plus de 50 ans qui ont tel niveau à peu près de CSP et qui sont intéressés par qui ont tel centre d'intérêt au niveau touristique. » Vous allez trouver des cibles et vous pouvez pousser des contenus, cette fois-ci, qui seront payants. Mais attention évidemment à toute cette partie-là, parce qu'en effet, il faut en effet qu'elle soit bien maîtrisée pour que vous maîtrisiez globalement la rentabilité de ces investissements-là. Et ça, c'est vrai évidemment sur tout type de réseaux sociaux, quels qu'ils soient aujourd'hui, y compris évidemment sur YouTube, qui permet de faire exactement la même chose. Dernier point que vous pouvez peut-être auquel vous pouvez être exposé, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Le retargeting, c'est à partir du moment où un internaute est venu visiter vos médias et notamment vos sites ou même vos réseaux sociaux, c'est de pouvoir le recibler et de pouvoir en effet faire en sorte que quand cet internaute va venir visiter n'importe quel type d'autres cibles, vous puissiez pousser, vous, de votre côté, en effet, une communication, une bannière sur ces sites pour essayer de le réengager globalement sur vos sites. Alors,
ça, c'est quelque chose qui a été fortement utilisé, quelque chose qui peut être des fois particulièrement agaçant. Je vous prenais le cas tout à l'heure de Booking. Je n'ai pas réussi à vous montrer correctement l'annonce, mais Booking m'avait reciblé à l'intérieur de LinkedIn parce que je suis venu en effet sur Booking et que l'objectif sûrement, c'est de dire dans les 7 jours qui suivent, systématiquement, quand je vais venir sur un certain nombre de sites, je vais avoir en effet une annonce Booking et peut-être même la proposition que j'ai consultée sur Booking qui va être ciblée sur un certain nombre de médias de ce type-là. Donc ça, c'est une chose qui est évidemment importante. C'est une chose qui est en train de beaucoup évoluer, de beaucoup changer, notamment avec la politique des cookies, parce que vous savez tous aujourd'hui, notamment avec la loi RGPD et la e-privacy, vous êtes obligé d'afficher un bandeau qui va permettre d'autoriser ou non un internaute à accepter vos cookies. Les premiers retours là-dessus montrent qu'évidemment, beaucoup de gens, une partie significative en tout cas, refusent maintenant en effet les cookies. En refusant les cookies, ces opérations de reciblage, elles seront globalement plus possibles. Donc là aussi, c'est des sujets où cette logique de reciblage, elle risque en tout cas beaucoup d'évoluer dans les mois à venir. Dernier point que je vais vous prendre pour, par exemple, pour l'univers de l'événementiel. On travaille par exemple avec le Centre des congrès de Bordeaux sur à peu près, je pense, à peu près une dizaine de leurs salons aujourd'hui. Un qui est historique chez nous avec qui on travaille, qui s'appelle Vinitex IFEL. Et je vais vous montrer un peu, par exemple, comment on agit dans des structures beaucoup plus importantes et dans lesquelles on a un objectif qui est différent quand on crée un événement. Quand on crée, par exemple, quand on crée un événement comme Vinitex IFEL, tout d'abord, depuis des années, on a fait embaser à cette organisation de salon tous les visiteurs. Et on cherche à tous les capter et à avoir systématiquement leurs coordonnées, de façon à ce que quand on recrée un nouvel événement, on exploite déjà la base des visiteurs existants. Parce que plutôt que de réengager tout avec des nouveaux dispositifs, les meilleurs visiteurs à venir sont ceux qui sont déjà venus visiter un événement. Donc déjà, bien gérer cette base de données. De là, on va faire deux choses. On va engager tout un ensemble de dispositifs par de l'emailing, du SMS et des dispositifs digitaux qui vont capter cette cible-là et qui vont leur dire, ben voilà, on crée ce nouvel événement, c'est un événement professionnel, inscrivez-vous. Et là, on va avoir tout un ensemble de campagnes qui vont inciter, en effet, des visiteurs à s'inscrire à cet événement. De là, on va dire, si finalement les clients interagissent et si ces gens interagissent sur nos communications, qu'elles soient digitales, email, etc., on va les embarquer derrière sur nos sites, mais comme on les avait déjà en base de données, on va dire ceux-là étaient déjà venus et leurs centres d'intérêt, on les connaît. Ceux-là sont par exemple des gens qui venaient depuis très longtemps et on est aussi capable de tenir un discours très abouti avec eux parce qu'en effet, il y a une relation qui date depuis longtemps. Puis ceux-là, ils sont quasiment jamais venus, on ne les connaît pas trop, on ne connaît pas trop bien leur centre d'intérêt. En fonction de tout ça, on va les emmener sur le site, mais toutes les pages du site vont être personnalisées en fonction de cette approche-là. Et tous les contenus vont être personnalisés derrière. Et ils ne vont pas atterrir tous sur la même page, ils vont tous atterrir sur des contenus qui vont tous être différents. Puis, une fois qu'ils sont venus sur les contenus, l'objectif, c'est qu'on se les fasse inscrire en effet à un événement. Donc, on va leur proposer en effet de s'inscrire. Il y a ceux qui vont s'inscrire. Et dans ces cas-là, on va réengager avec eux tout un dialogue qui va viser à dire maintenant, il faut qu'ils viennent visiter. Et donc, l'objectif à l'intérieur de ça, c'est faciliter leur voyage pour venir au salon, faciliter leur hébergement, faciliter leur inscription à des conférences. Donc, on va essayer de les engager le plus possible pour faire en sorte que ces inscrits viennent à l'événement et faciliter tout ça. Il y a ceux qui ne vont pas s'inscrire. S'ils ne s'inscrivent pas, mais on sait malgré tout qu'ils sont venus, il y avait un intérêt, ils ne sont pas inscrits, on va chercher par du retargeting à les réengager pour les faire s'inscrire. Puis à la sortie, ces gens-là vont venir à l'événement. Et une fois qu'ils vont être venus, on saura identifier ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus. Ceux qui ne sont pas venus, on va essayer de comprendre pourquoi et finalement ils se sont inscrits et ils ne sont pas venus. Et ceux qui sont venus, on va essayer de comprendre quel était leur niveau de satisfaction, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce qu'on doit faire évoluer les choses pour faire en sorte qu'en effet, on puisse faire évoluer tout ça. Juste pour vous dire que tout ça, ce n'est donc pas des stratégies qui disent « je fais du digital, je fais ceci, je fais cela ». Ça s'inscrit dans une réflexion globale
qui amène à un parcours qui permet de garder de la cohérence sur l'ensemble de cette approche-là. Et là encore, je reprends ce que disait Henri tout à l'heure, qu'on soit gros ou petit, là, évidemment, on est face à des grosses organisations, donc on peut mettre des choses assez sophistiquées, mais quand on est même plus petit, ça n'empêche pas d'avoir cette réflexion autour de quel va être le parcours de mon client de début à la fin et comment moi je vais pouvoir interagir intelligemment avec lui sur ce parcours. Et ça, il suffit de prendre en effet son crayon et une belle feuille de papier et de dessiner ce parcours pour imaginer comment on va interagir. Et vous verrez, ça va aussi beaucoup vous aider dans la façon d'opérer. Voilà. Donc, je vous reprenais quelques exemples de messages. Les messages sont personnalisés ici et je vous le disais, tous les contenus vont être adaptés en fonction de la typologie de la cible qui est là et d'amener les contenus qui sont les plus pertinents possibles. Voilà en une bonne demi-heure, en tout cas, ce que je pouvais déjà essayer de vous partager. C'est évidemment pas exhaustif et c'est là pour essayer de donner une vision à peu près large de tous ces sujets et qui font qu'évidemment, en fonction des uns et des autres, vos schémas sont évidemment très différents. Mais je peux en effet maintenant, si vous le souhaitez, répondre à vos questions si vous en avez. Alors, merci Bruno pour cette intervention. Je trouvais ça particulièrement clair. Ça fait du bien un petit peu de revenir aux fondamentaux. J'ai retenu quelques mots avant de vous poser quelques questions qui ont été notamment postées dans le chat. Vous avez parlé de bon sens. Et pour reprendre juste ce que vous venez de dire, on n'a pas besoin d'être une multinationale pour pouvoir créer ou mettre en place une stratégie efficace parce qu'en fait, vous le disiez, un crayon et une feuille de papier, c'est assez antagoniste finalement avec le résultat que ça doit donner sur une stratégie digitale. Donc, merci pour ça. Je pense que vous l'avez évoqué aussi, on est en train de parler finalement de rigueur. Un petit peu de temps investi finalement pour démarrer, bien évidemment, et puis ensuite pour pouvoir entretenir, parce que vous l'avez mis sans cesse en avant, et ça va aussi avec des mécanismes qui sont connus, c'est finalement qu'il est plus facile d'aller fidéliser un client et plus important finalement, ou en tout cas coûte moins cher que d'aller chercher un prospect. Et puis les contenus, l'importance des contenus, pas s'éparpiller, c'est-à-dire ne pas penser que en produisant beaucoup de contenu finalement, il va se passer beaucoup de choses et que ça va avoir une efficacité très importante. On n'en est plus à la notion de je vais faire dans le quantitatif, mais plutôt dans le qualitatif. Donc, merci beaucoup, Bruno, pour cette intervention. Alors, il y a quelques questions. L'Auberge du Bon Laboureur, qui est un hôtel-restaurant qui est à Chenonceau, nous pose une question. Très bel établissement, en plus récemment qui a été labellisé Clé Verte il y a peu, l'année dernière, je crois, de mémoire, ou en 2019. Donc, véritablement inscrit dans une démarche aussi de tourisme durable et responsable. Oui, mais pour le SEO soit suffisamment efficace, il ne faut pas prendre un groupe de mots-clés trop large, sinon on se perd dans la masse. Vous êtes d'accord avec cela, Bruno? Oui, absolument. Absolument. En fait, si on veut bien faire le job, c'est l'exemple que je vous prenais tout à l'heure. Si en fait, vous faites le job que sur des combinaisons simples, finalement, vous allez faire ce que fait tout le monde. Là, la logique, en fait, derrière, elle est aussi de se dire, là encore, comment est-ce que je vais sur ce qu'on appelait à un moment donné la long train, c'est finalement toutes ces combinaisons particulières qui vont finalement faire en sorte que c'est des expressions de recherche qui vont être plus élaborées, mais qui vont permettre en effet d'arriver sur mes propres contenus qui vont globalement répondre à ça. Et il vaut mieux chercher en effet aussi à chercher par contre une multitude de combinaisons un peu plus élaborées de mon point de vue que de chercher en tout cas les génériques. Les génériques, tout le monde va le faire. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser sur les génériques. Ce qui est intéressant, c'est celles qui sont singulières et qui vont en effet vous permettre de trouver une adéquation entre une cible, l'expression de son besoin et la réponse que vous apportez. Et c'est ça qui est en fait le plus important. Et c'est là encore où le bon sens et l'intelligence dans tout ça, c'est
et l'intelligence de contenu, en tout cas, ça va être un élément important, c'est de se dire finalement, ma cible, ce n'est pas monsieur tout le monde, c'est obligatoirement une cible qui est particulière, qui a des attentes particulières, qui a des recherches particulières. Et c'est là-dessus où il faut évidemment faire les efforts et se focaliser. Ça ne sert à rien de venir sur des expressions en SEO où vous avez 300 000 requêtes par mois ou 500 000 requêtes par mois. Parce que émerger dans cet univers-là, vous y arriverez sûrement difficilement. Par contre, peut-être que des expressions plus précises vont être peu requêtées, mais votre capacité à bien y répondre et à être présent dans ce cadre-là, elle est maximale à ce moment-là. Merci Bruno. C'est un travail continu, hein, parce que finalement, Oui. ce qu'on est en train de se dire, c'est que, et vous l'avez dit, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution. L'objectif étant de se différencier, finalement, c'est un travail de toute l'année. Retrouver le contenu qui va permettre d'émerger systématiquement, toujours en fonction de sa cible, mais comme la population, comme les attentes évoluent, j'imagine que c'est un travail qu'il faut faire de façon perpétuelle, finalement. Absolument. Sans y passer ses nuits, hein, parce qu'on a tous un job la journée, donc j'imagine qu'il n'y a pas forcément un gros. Voilà, c'est un peu de rigueur, en tout cas, et de constance, surtout, je pense. Il y a une question de Maël Bochen. Pensez-vous qu'il est important de prévoir des publications sur les réseaux sociaux, par exemple, plutôt le mardi à 10h sur LinkedIn et le jeudi à 18h sur Insta? Il n'y a pas de réponse, toute faite à ça. En fait, ça dépend déjà vraiment de vos cibles. On vient toujours au même sujet. C'est-à-dire que le sujet au départ, c'est vos cibles. Et donc, vos cibles, finalement, à quel moment elles sont plutôt présentes sur les réseaux sociaux et à quel moment vous devez en effet peut-être publier. Donc, il faut avoir cette vision-là au rapport de vos cibles. Par exemple, je vais vous prendre notre situation que je connais bien. Nous, on va publier systématiquement. Généralement, on publie le soir, donc fin d'après-midi, ou le matin, assez tôt. Pourquoi? Parce que les cibles que l'on cherche, c'est des 2 moments clés qui vont être les plus propices à ça. Donc, je pense qu'il faut éviter de généraliser trop sur ces sujets-là et se dire, en fonction de ces contextes-là, là encore, si vous projetez-vous dans la peau du client et de vous dire, si je me mets de l'autre côté ou si j'ai du mal à m'y mettre, j'essaie de trouver autour de moi ceux qui répondent à ça, comment ils opèrent et en effet, à quel moment je vais devoir finalement le faire le mieux. Mais honnêtement, ces sujets-là, on peut les prendre sur n'importe quel dispositif, sur les réseaux sociaux. Moi, je gère beaucoup, par exemple, avec des clients de campagne email. La question, c'est à quel moment on doit envoyer le meilleur moment, on doit envoyer un email. Là encore, les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des cibles que je vais adresser. Et puis aussi lié à l'évolution que l'on connaît aujourd'hui, parce que finalement, il y a une connectivité qui augmente des professionnels ou même des individuels. Quand on est beaucoup plus en télétravail, on est beaucoup plus connecté, entre guillemets, et que finalement, les temps où on se disait oui, alors le lundi matin, il ne faut pas les envoyer parce qu'on se prend tous les mails à dépouiller. Le lundi après-midi, non, parce que finalement, il y a les réunions où on commence à rentrer dans les dossiers. Le mardi matin, ce sont les réunions, les gens ne sont pas disponibles. En fait, tous ces modèles sont en train de voler en plus en éclat. Donc, en fait, il faut refaire un peu de R&D, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bruno, mais voilà, d'essayer et puis de voir comment ça fonctionne. Et il y a donc des solutions aussi qui émergent. Par exemple, je prenais le cas de l'email. Nous, aujourd'hui, on utilise des technologies qui nous permettent en effet de faire 2 choses. Soit en effet, en fonction des habitudes d'ouverture, on vient scruter à quelle heure en fait les emails ont été ouverts, à quel jour ils ont été ouverts, et on crée des groupes d'envoi qui tiennent compte de ces habitudes-là et qui sont en effet, comme le disait Henri à l'instant, pas les mêmes et qui vont faire qu'on n'envoie pas une campagne email à la même heure. Elle va être envoyée à des jours et à des heures qui sont différents. Puis après, on utilise une deuxième technologie qui permet en fait de déclencher l'envoi d'un mail uniquement quand la personne est en consultation sur sa boîte mail et de faire arriver l'email en haut de la pile. Donc là encore, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Aux fonctions des évolutions des comportements, les technologies évoluent et les technologies offrent des nouvelles solutions et il faut s'adapter à ça. Merci Bruno et pour cette réponse. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, on utilise effectivement, on n'a pas besoin non plus de dépenser des milliards dans une technologie
d'emailing. On a un outil qui est tout à fait qui a un bon rapport qualité-prix qui nous permet effectivement d'aller adresser les emails à la meilleure heure, en fait, sur une habitude d'ouverture de la cible quand on réadresse des messages. C'est relativement simple à mettre en place et on n'a pas besoin d'avoir un logiciel digne de la NASA pour le faire. Absolument. Il existe des solutions et c'est ce que vous avez dit aussi, hein, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de déployer non plus des budgets monstrueux. Et d'ailleurs, il y a une question sur le budget, toujours le budget et toujours l'auberge du bon laboureur. À partir de quel budget peut-on démarrer une stratégie digitale? La question. Wow. Grande question. À partir de quel budget? En fait, il y a deux façons d'aborder un budget. Il y a soit je considère que ce budget, on l'aborde presque comme un budget plutôt de communication. Et là, on va se dire, au rapport finalement de mon activité, qu'est-ce que je peux finalement consacrer et qu'est-ce que je veux obtenir. L'autre approche quand même, c'est que si on a une recherche qui est orientée quand même avant tout business, qui vise notamment à obtenir des réservations, etc., il faut plutôt raisonner sous la logique du ROI. C'est de se dire finalement, qu'est-ce que je suis prêt à consacrer pour obtenir un client qui va en effet me réserver, qui va acheter, etc. Et dans ces cas-là, on raisonne plutôt héroïque et dire est-ce que je suis prêt à mettre 5 euros, 10 euros, 15 euros. Et là, c'est plutôt ça qu'il faut essayer globalement de manager. Maintenant, on va être assez clair aussi, c'est que les budgets, on va les mettre essentiellement dans du média. Quand on parle de Google, on parle de médias. Quand on parle de finalement ce que sont les OTA, c'est finalement des médias hein, d'une certaine façon, donc qui vont en effet être en coût variable pour vous, mais on est dans du média. Quand on va commencer à travailler des stratégies de SEO, il y a deux logiques. Soit on a peu de budget et il faut en effet le faire avec beaucoup de bon sens et avant tout travailler beaucoup ses contenus. Et si on travaille bien ses contenus, on aura de toute façon du résultat. Si la possibilité est se faire accompagner par des professionnels pour en effet finalement gagner du temps, et là les budgets vont osciller, peuvent osciller même sur cette partie-là, on va dire sûrement sur du SEO entre on va dire 3 000 et 20 000 euros à peu près pour faire un bon boulot sur ce sujet-là. Donc c'est un schéma très ample que je vais vous donner. Mais si on n'a pas forcément les moyens de ça, c'est aussi de se dire la priorité, je dois la mettre sur mes contenus avant toute chose. Et quand on est sur du SEA, c'est du budget et donc il faut raisonner, c'est de l'achat qui vise à obtenir une performance, il faut plutôt raisonner sur du ROI et donc finalement, si vous achetez par exemple du Google, ça va être du clic. Donc, est-ce que ce clic me permet de convertir ça en business? Et si oui, qu'est-ce que j'ai investi au rapport de qu'est-ce que ça m'a rapporté? Est-ce que c'est un ratio qui est pertinent pour moi? Donc, dans le domaine du digital, en plus, ce n'est pas simple au niveau des budgets parce que vous avez à peu près, même en termes d'accompagnement, tout type d'acteurs. Vous pouvez avoir des gens qui travaillent en freelance et qui vont pouvoir vous accompagner avec des tout petits budgets parce qu'en effet, ils sont indépendants et ils peuvent le faire avec leur expertise, mais des fois peu de moyens, ils peuvent vous accompagner. Vous allez aussi travailler avec des sociétés plus structurées qui offrent plus de moyens et dans ces cas-là, les budgets vont pas être forcément les mêmes. Donc, la question du budget est toujours une question un petit peu délicate qui demande à être regardée un petit peu plus au cas le cas. Mais un budget SEO, travailler du SEO de façon en tout cas en accompagnement avec des professionnels, c'est des budgets, je vous le disais, qui peuvent facilement aller, on va dire, taquet bas de 2 à 3 000 euros pour monter assez facilement à 20 000 euros sur des sujets un peu élaborés. Et le reste étant beaucoup de la logique média, quoi. Merci Bruno. Une autre question, toujours décidément, l'auberge du bon laboureur est particulièrement intéressé. Comment peut-on mettre en place un programme de fidélisation contre des fidélisations de Booking ou autres OTA qui sont très efficaces? Oui, c'est comment, quand on est petit, on arrive à se battre contre les très gros. C'est ça. C'est une vraie question. Donc, c'est très, très dur de se battre contre les gros, mais c'est loin d'être impossible de se battre contre les gros. C'est-à-dire que malgré tout, les gros, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans tout ça? Ils ont apporté finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la facilité, de la simplicité, de la rapidité, de la comparaison en effet au prix
et une position finalement neutre parce que un booking se fout pas mal que la réservation se fasse au Bon Laboureur ou à l'hôtel d'à côté. Eux, dans tous les cas, ce qui compte, c'est qu'elle se fasse. Bon, par contre, ils ont tout intérêt, eux, Booking, à fidéliser en effet leurs clients et ils vont pouvoir mettre des moyens qui sont assez significatifs dans ce cadre-là. Ça n'empêche qu'à un moment donné, quand vous avez un client qui fait l'expérience de vos hôtels, de vos restaurants, de l'ensemble de vos prestations, et que ce client-là, il trouve en effet une expérience qui est positive, une expérience qui est favorable, vous pouvez l'engager quand même directement dans une logique de fidélisation. Est-ce qu'il faut mettre un programme de fidélisation? Je ne suis pas sûr. Est-ce que, par contre, vous pouvez en effet chercher avec lui à trouver le moyen d'obtenir ses coordonnées, de lui dire, si vous le souhaitez, en effet, on pourra communiquer régulièrement avec vous, vous faire part d'un certain nombre de choses, d'événements qu'on va organiser, de vous informer d'un certain nombre d'innovations, de nouveautés, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui peut se faire quand même assez facilement. Et l'objectif derrière, c'est que vous ayez, vous, une prise de parole qui vienne en effet compenser celle qui naturellement va retourner vers les gros et donc que vous ayez une présence à l'esprit auprès globalement de ces consommateurs. Et donc, à un moment donné, le sujet de la fidélité, ce n'est pas de mettre forcément des programmes, c'est avant tout d'engager un discours avec un client, de garder de la présence à l'esprit et le jour, en effet, où il souhaite venir chez vous, où il souhaite en effet aller dans un hôtel ou dans un restaurant, qu'il ait ce réflexe en disant « Ah oui, je vais venir parce que j'y ai vécu une expérience qui était positive et qui m'a plu et parce que, en effet, je l'ai à l'esprit et que vous n'êtes pas passé derrière tous les autres dans cette présence à l'esprit. » Donc, le programme de fidélité, sous l'angle de ce que l'on a pu connaître à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, c'est jouable pour les gros acteurs et les chaînes notamment, qui peuvent offrir un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est sous cet angle-là qu'il faut le prendre, mais par contre, sous l'angle de la création d'une relation intimiste, d'une relation, une relation vraie, en tout cas une relation qui est basée sur un peu plus de convivialité, si je puis dire. Je pense que ça, c'est sûrement ce qui est le plus important. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on en revient au bon sens aussi et au commerce d'il y a 30 ou 40 ans dans le village ou dans les petites villes où finalement on va toujours à la même boulangerie parce qu'on est reconnu quand on va à la bonne boulangerie. Il n'y a pas forcément de programme de fidélisation. De temps en temps, il y a un petit geste qui va bien, il y a une attention et puis voilà. OK. Voilà. Et juste pour compléter le sujet, donc moi je travaille beaucoup sur des grosses enseignes, sur des programmes de fidélisation. Et juste pour vous donner la tendance, les programmes de fidélisation qui étaient basés sur des schémas rationnels, si tu viens chez moi, alors je te donnerai tel avantage. En fait, l'objectif actuellement, on travaille que sur des sujets qui visent à sortir de ça et qui visent à ramener que de la reconnaissance, que de la capacité à amener des éléments différenciants du service, des choses exclusives, mais on sort de ces schémas-là. Et c'est retrouver en effet ce bon sens finalement qui fait qu'une relation commerciale est enrichissante entre un consommateur et une marque. Très bien. Écoutez, l'auberge du Bon Laboureur vous en remercie d'ailleurs. Je ne sais pas qui est derrière l'auberge du Bon Laboureur, si c'est Isabelle. Non plus, je ne sais pas. Est-ce que c'est Isabelle qui est derrière? Non, peut-être pas. Non. Ah oui, on retrouve l'humain à travers le digital. Et oui, c'est vrai. Absolument. Et non, c'est Fabrice derrière, en fait. C'est pas Isabelle, c'est Fabrice. Voilà. Bonjour Fabrice. Vous êtes en terrain connu, donc tout va bien. Ouais. Bon, bien, écoutez, il est 11h37. Henri, oui. Pardon, Henri. Il y a deux petites questions. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a Nathalie Boisigot de Cité des Formations qui demande. Oui, Nathalie. Voilà, qui demande quand il y a un commentaire négatif, est-ce qu'il faut le laisser sans avis? Est-ce qu'il faut répondre? Quelle est la bonne chose à faire? Ça, c'est la première question qu'on n'a pas répondu. Et puis, mon Labro, toujours, avait posé une question. Est-ce que c'était possible de récupérer les slides par la suite? Alors, pour ma part, il n'y a pas de problème, bien sûr.
sur les slides. Et pour répondre à la première question, un avis négatif, ne le laissez surtout pas sans réponse. Ne le laissez surtout pas sans réponse. Un avis négatif, répondez à un avis négatif. Il y a toujours matière aussi à pondérer un avis négatif. Donc, répondez. Répondez, mettez-y de l'empathie. Alors évidemment, la pire des réponses, c'est la réponse rentre dedans. Hein. On n'est pas en opposition, mais en effet, répondez systématiquement aux avis négatifs. Ça, c'est vraiment déterminant parce que ça permet aussi de le pondérer, cet avis, de le modérer. Et donc, on ne peut pas faire que des clients satisfaits. En tant que consommateur, on est tous capables de comprendre ça. Par contre, un avis qui est donné par un client qui est mécontent, si en effet, vous ne faites pas cette contrebalance, en effet, je n'ai pas, moi, consommateur qui vais lire cet avis, je n'ai pas en effet ce contrepoids. Donc, répondez, c'est déterminant de répondre. Bien. Je crois qu'on a épuisé les questions. Chala, vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement, Bruno, de cette intervention. Effectivement, on est bien évidemment très preneur des slides aussi. Je vous envoie tout ça, il n'y a pas de problème. Et on tâchera de les diffuser avec votre autorisation à ceux qui nous en feront la demande sans aucune difficulté. Oui, bien sûr. Et puis, bien évidemment, avec vos coordonnées, si quelqu'un souhaite poursuivre ces échanges plus avant et pourquoi pas envisager une stratégie digitale globale avec vous. Un grand merci parce que ça fait du bien d'avoir un retour aux fondamentaux. Vous avez parlé de bon sens et je trouve que c'est particulièrement bienvenu dans un monde digital un peu de folie en ce moment, et de réintégrer justement ce bon sens et le retour à la relation humaine qui finalement fait que le digital n'est qu'un moyen et pas une fin, finalement est assez rafraîchissant. Donc merci beaucoup.